vendredi. Le Premier ministre Patrick Hachi a procédé ce vendredi à Abidjan à l'inauguration de la première phase des travaux de réhabilitation de l'hôpital général d'Adjamé. Des travaux engagés en vue d'offrir aux populations des soins de qualité et surtout à des coûts raisonnables. Le chef du gouvernement s'est dit impressionné par les travaux réalisés. Lutte contre la corruption, la haute autorité fait le point de la répression via un point de presse organisé ce vendredi. 473 personnes ont été inculpées. La justice a déjà prononcé la condamnation pour 60 dossiers après examen. On en parle dans cette édition. En France, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, a été mis en examen ce vendredi pour prise illégale d'intérêt par les magistrats de la Cour de justice de la République. Il est soupçonné d'avoir profité de sa fonction de ministre pour régler ses comptes avec des magistrats. Voilà pour l'essentiel. Il est 23h, bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce vendredi. Le Premier ministre Patrick Hachi a procédé ce vendredi à Abidjan à l'inauguration de la première phase des travaux de réhabilitation de l'hôpital général d'Adjamé. Travaux engagés en vue d'offrir aux populations des soins de qualité et surtout à des coûts raisonnables. Le chef du gouvernement s'est dit impressionné par les travaux réalisés. Lutte contre la corruption, la haute autorité pour la bonne gouvernance fait le point de la répression via un point de presse organisé ce vendredi. 473 personnes ont été inculpées. La justice a déjà prononcé la condamnation pour 60 dossiers après examen. On en parle dans cette édition. En France, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, a été mis en examen ce vendredi pour prise illégale d'intérêt par les magistrats de la Cour de justice de la République. Il est soupçonné d'avoir profité de sa fonction de ministre pour régler ses comptes avec des magistrats. Voilà pour l'essentiel.
Oui, bonsoir à tous. Le Premier ministre Patrick Achi a procédé ce vendredi à l'inauguration de l'hôpital général d'Adjamé, une rénovation qui vient améliorer la prise en charge sanitaire des populations. L'infrastructure réhabilitée s'inscrit dans le cadre du renforcement des conditions de prise en charge des patients, de l'opérationnalisation de la couverture maladie universelle, la CMU, mais aussi du programme hospitalier en cours de réalisation à travers le pays. Alexis Ouedraogo. Ce vendredi à Adjamé, Achi Patrick est sur le terrain. Le Premier ministre observe, échange et teste les équipements de l'hôpital général d'Adjamé rénové. Avec 2 blocs opératoires ultramodernes, des plateaux techniques à la pointe de la technologie et 40 lits d'hospitalisation supplémentaires. Nous venons d'achever la première phase qui a consisté donc à réhabiliter une partie des infrastructures existantes, principalement la maternité, le bloc opératoire, à reconstruire le premier étage qui existait, qui n'était pas achevé, et à rajouter un deuxième niveau donc pour faire l'extension des capacités en termes de lits de l'hôpital et aussi en termes de plateaux techniques. Cette réhabilitation fait partie intégrante du vaste programme hospitalier en cours de réalisation dans le pays, au grand bonheur des praticiens. La particularité, il y a toutes les spécialités du CHU. Dans un hôpital général, vous ne trouverez pas un service d'hémodialyse. Dans un hôpital général, vous ne trouverez pas une cardiologie 24 heures sur 24. Nous avons la traumato, la gastro, la chirurgie pédiatrique. C'est des atouts. Aujourd'hui, les accidentés, nous allons les recevoir. Nous n'allons pas les évacuer. Les femmes enceintes, nous sommes prêts pour la césarienne aujourd'hui. Pour le chef du gouvernement, cette réhabilitation contribuera à soulager les ménages en améliorant la prise en charge sanitaire. La capacité d'accueil de l'hôpital général a été accrue de façon significative et peut absorber non seulement la population d'Adjamé elle-même, mais on sait qu'Adjamé est un carrefour. Et donc, en période de pointe, c'est plusieurs millions de personnes qui circulent ici. Et cet hôpital a également la capacité d'absorber, je dirais, cette pointe-là. À terme, l'hôpital sera également doté d'un service d'urgence, de laboratoire, d'un service d'imagerie médicale avec scanner et d'un bâtiment de 2 niveaux. Ce n'est pas uniquement à Adjamé. Aujourd'hui, on inaugure la première phase de la réhabilitation de l'hôpital général d'Adjamé. Mais la semaine prochaine, le 24, ça sera l'inauguration du CHR de Daloa. Le 31, ce sera l'inauguration du CHR d'Adzopé. Et puis par la suite, on aura également donc, le bloc, la phase gynéco-obstétrique de Trècheville qui est en cours d'achèvement. On a Cocody, on a Bassam, on a Korogo, on a San Pedro. Donc c'est toute la Côte d'Ivoire qui est en chantier pour donner à notre plateau technique sanitaire une qualité parmi les meilleures, je dirais, sur le continent et même, je dirais, pour certains pays dans le monde. Nous sommes au travail. Notons que l'hôpital général d'Adjamé couvre une population de plus de 600 000 habitants. Son périmètre reste étendu aux communes voisines. Le coût des travaux, lui, est estimé à 12 milliards de francs CFA. Le chef du gouvernement Patrick Achi et les représentants du secteur privé de la santé ont également pris part ce vendredi à un panel de haut niveau initié par la Société financière internationale, la SFI, la Société financière internationale qui a mis en place un mécanisme pour permettre au secteur privé de la santé ivoirienne d'acquérir des équipements médicaux de qualité et en quantité. À travers cette initiative, la SFI veut contribuer à faire de la Côte d'Ivoire un hub du tourisme sanitaire. Les détails avec Dangui Dangui. La problématique de l'équipement des cliniques privées en matériel médicaux de qualité et en quantité suffisante, ainsi que la question de leur maintenance. 2 points au cœur de ce panel de haut niveau auquel a participé le Premier ministre Patrick Achi ce vendredi à l'Hôtel Ivoire. Les experts de la question, comme les acteurs du secteur privé de la santé, ont tour à tour mis en relief le rôle du secteur de la santé dans le développement d'un pays. Ils ont également apprécié à sa juste valeur le mécanisme mis en place par la Société financière internationale pour permettre aux cliniques privées de s'équiper et élever ainsi le niveau de leur plateau technique. Avant, c'est le gouvernement qui devait produire l'électricité, qui devait distribuer. Aujourd'hui, tout le monde comprend que la production d'électricité viendra du secteur privé
et sera distribué par le gouvernement. Dans le secteur de la santé, je vois tout à fait un modèle similaire se développer, où le gouvernement et le ministère de la Santé aura son budget et en fonction des besoins qu'ils auront, pourront soit contracter à l'intérieur des hôpitaux publics pour rendre ces services aux populations ou simplement avoir un contrat et avoir un appel d'offres. Cet appui de la Société financière internationale est une bouffée d'oxygène pour le secteur privé de la santé qui n'est pas au mieux de sa forme. Pour qu'une structure soit performante, il faut qu'elle ait un plateau technique de qualité et de pointe. Mais il s'avère que le secteur de la santé coûte excessivement cher, les investissements sont excessivement chers. Et pour ça, il faut qu'on puisse se mettre ensemble. À travers l'idée que propose la SFI, c'est de se mettre ensemble, de mettre en place une plateforme qui va regrouper les équipementiers, les banquiers, nous-mêmes, d'accord, pour pouvoir aider au financement justement de l'équipement médical. Convaincu que l'attractivité d'un pays est liée à sa capacité à fournir des soins de qualité, le Premier ministre Patrick Achi a réaffirmé la volonté du gouvernement à accompagner ce secteur. Nous sommes venus ici pour conforter les acteurs du secteur privé, d'abord les cliniques privées, pour leur dire que l'État s'est engagé dans son nouveau plan de développement 2021-2025 à développer le secteur privé, mais de façon large, y compris le secteur de la santé, et qu'une initiative telle que celle de la SFI entre parfaitement dans la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Au-delà des défis liés à l'acquisition de matériels médicaux et de leur maintenance, le secteur privé de la santé en Côte d'Ivoire fait face à un manque de personnel soignant bien formé, selon certains acteurs de ce secteur. Le reportage de Dangui, le projet de loi portant organisation et fonctionnement de l'Ordre national des médecins de Côte d'Ivoire vient d'être adopté en commission à l'Assemblée nationale. Cette structure qui organise la pratique de la profession médicale, créée, a connu de nombreux dysfonctionnements depuis sa création en 1960. C'est donc pour la redynamiser que le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Demba, est venu solliciter l'accord des députés. C'est ce que nous dit Konaté Moussa. L'Ordre national des médecins de Côte d'Ivoire, structure créée en 1960 pour organiser la profession médicale. Depuis sa création à ce jour, de nombreux dysfonctionnements sont constatés. L'Ordre des médecins a un conseil national transitoire du fait que les conseils départementaux qui avaient été créés ne répondaient pas aux besoins sur le terrain parce que trop petits et regroupant peu de médecins. À cela s'ajoute le grand nombre de médecins en exercice non inscrits sur la liste de l'Ordre national. Des insuffisances que l'État veut corriger. À la rotonde de l'Assemblée nationale, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle expose sur le projet de loi visant à déterminer les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'Ordre national des médecins de Côte d'Ivoire. Les principales innovations du présent projet de loi concernent spécifiquement la suppression des conseils départementaux peu fonctionnels au profit des conseils régionaux de l'Ordre des médecins, et ce pour rester conforme au découpage des districts sanitaires existants. Après des échanges, le projet de loi est adopté à l'unanimité par les députés membres de la Commission des affaires sociales et culturelles. C'est vraiment nécessaire de réhabiliter certaines choses, d'apporter un changement dans ce corps de métier pour le bonheur des Ivoiriens. Je pense que c'est salutaire, son exposé, c'est salutaire sa vision des choses, nous allons l'accompagner. Il faut maintenant espérer qu'on aura assez de médecins pour rendre l'organisation et le fonctionnement aussi efficaces sur le terrain. Ces derniers temps, malheureusement, nous avons dénombré beaucoup d'incidents au niveau des hôpitaux. Il était important que nous puissions remettre cet outil en marche et le redynamiser pour qu'aux côtés du ministère, nous puissions faire ce travail de sensibilisation et de renforcement de la capacité des professionnels de santé. Ce projet de loi donne également la possibilité à tout médecin inscrit à l'Ordre national des médecins de Côte d'Ivoire de s'établir librement dans les pays de la région ouest-africaine. Du côté de Yamoussoukro, les sénateurs étaient réunis en séance plénière. Un programme de travail a été arrêté. On en sait plus avec Kader Sogodogo. Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, Yamoussoukro, cadre qui sert d'hémicycle au Sénat. Les sénateurs sont réunis en séance plénière. Un seul point, l'approbation de l'ordre du jour des travaux du Sénat de la période 13 juillet-4 août 2021. La vice-présidente Sarah Sako Fadiga préside au nom de Jano Aoussou-Kouadio, président du Sénat, les travaux. Le calendrier arrêté prévoit durant cette période
Le débat d'orientation budgétaire 2022-2024, 2 séances d'information parlementaire et l'examen de 7 projets de loi et une proposition de résolution. C'était pour adopter notre calendrier de travail qui avait été précédemment adopté déjà par la conférence des présidents. Et les sénateurs ont trouvé que le 19, avoir une séance jusqu'à 16h serait compliqué pour ceux qui viennent de loin. Parce que nous avons nos bases, nous sommes des élus. Il faut qu'ils aillent vers leur base pour assister leur population. Et nous avons notre calendrier de travail qui part du 19 juillet au 4 août, avec 2 séances d'information parlementaire. Et à la fin, ça a été adopté à l'unanimité de tous les sénateurs présents. Au cours de cette séance plénière, les sénateurs ont été informés que le sénateur Djouka Keyi Edouard est le nouveau président du groupe parlementaire RHDP en remplacement du sénateur Touré Souleymane, récemment nommé ministre-gouverneur du Zanzan. Et puis sachez également que le Conseil économique, social, environnemental et culturel, le CESEC, a accueilli le Conseil de l'EVA du palmier à huile. Le Conseil de l'EVA du palmier à huile a présenté les enjeux et les défis de ces filières devant les conseillers de la Chambre consultative. Noël Gagnon. Les filières EVA palmier à huile, elles sont performantes et bien organisées. 2e producteur africain et 9e au plan mondial pour le palmier à huile. Au niveau de l'EVA, la Côte d'Ivoire est classée première en Afrique et 4e au plan mondial. Leurs interprofessions agricoles sont légalement constituées. 2015 pour le palmier à huile, 2020 pour l'EVA. Conséquence, le Conseil EVA palmier à huile n'a qu'un rôle de régulation, de contrôle et de suivi. Comment cette mission est organisée dans les faits au quotidien? Quels sont les enjeux des filières, les défis à relever? En somme, la Chambre consultative veut être outillée pour mieux exercer sa fonction républicaine. Nous sommes souvent, malheureusement, dans l'ignorance et on ne peut pas apprécier les choses, on ne peut pas faire des commentaires quand il s'agit de la vie d'une nation sur la base de commentaires, sur la base de rumeurs. Il faut aller à la vraie information. Et c'est l'objet donc de cette rencontre et l'observation, on l'obtient vers ceux qui connaissent. Et comme nous nous sommes appelés à donner notre avis, à accompagner le gouvernement et les chambres parlementaires, il nous faut nous-mêmes aller à l'école en permanence. Nous sommes à l'école. Sans faux fuyant, Edmond Koulibaly, directeur général du Conseil EVA palmier à huile, a de prime abord souligné les atouts des filières, leurs difficultés au plan national et international dans un monde de plus en plus concurrentiel. Puis il a indiqué les défis à relever, singulièrement au niveau de la filière palmier à huile, victime d'une campagne de presse. Au nombre des préoccupations des conseillers pour les séances d'échange, le SMAG, salaire minimum agricole garanti, l'environnement, enfin la transformation de ces matières premières. Là aussi, Edmond Koulibaly s'est voulu très explicite. On espère donc avoir donné les assurances sur le travail qui est en cours, le travail déjà fait, mais celui qui est en cours avec l'appui des plus hautes autorités pour faire en sorte que nos 2 filières soient durables. J'ai indiqué que quand on emploie pour nous ce vocable de durable, c'est à la fois sur des questions de croissance économique, mais également des questions sociétales. La qualité des emplois, le revenu que ça va générer pour chaque maillon, notamment les producteurs, et ce que ça représente comme aspect positif pour notre environnement. Espace d'échange et de partage d'expérience, le Conseil EVA palmier à huile est la 2e structure à passer ce grand oral. Et puis nous le disions à l'instant dans les titres, dans le cadre de l'action de lutte contre la corruption menée par la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, 473 personnes ont été inculpées. La justice a déjà prononcé la condamnation pour 60 dossiers après examen et ordonné la confiscation au profit de l'État de Côte d'Ivoire des biens, meubles qui ont servi au blanchiment des capitaux dans le cadre de ces infractions. Tout ceci grâce à l'action du pôle pénal, économique et financier du parquet d'Abidjan. Qu'est-ce qui ressort d'un point de presse animé ce vendredi par le secrétaire général de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance relatif à la répression des faits de corruption. Mahama Traoré.
C'est à croire que la lutte contre la corruption est dans sa phase répressive avec l'entrée en action du pôle pénal, économique et financier du parquet d'Abidjan. Sur la base de plaintes et de dénonciations et après enquête du dit pôle, 473 personnes ont été inculpées pour des faits de corruption, d'enrichissement illicite, blanchiment d'argent et de détournement de deniers publics. 60 dossiers concernés ont déjà connu une décision de justice. Sur les 60 dossiers jugés par le tribunal de première instance d'Abidjan, on note 7 condamnations pour corruption et infractions assimilées, 32 condamnations pour blanchiment de capitaux, 21 condamnations pour délits économiques divers. Le tribunal a ordonné la confiscation au profit de l'État de Côte d'Ivoire des biens meubles et immeubles ayant servi à commettre ces infractions ou étant les produits tirés de ces infractions. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance fait également le point de ses actions durant le premier semestre de l'année. Au cours de la période allant du 1er janvier au 30 juin 2021, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance a enregistré 35 dossiers de plaintes et dénonciations. À la suite des investigations que les services de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance ont menées, 7 enquêtes pour soupçons de corruption et d'infractions assimilées ont été bouclées et les procès-verbaux ont été transmis au procureur de la République, compétent pour suite judiciaire. Un dossier a déjà fait l'objet de jugement avec une condamnation. Les 6 autres étant encore au stade d'instruction. Le pôle pénal économique et financier collabore avec une formation spécialisée de jugement pour les infractions économiques et financières créée en mai 2021 au sein du tribunal de première instance d'Abidjan. Et toujours dans le cadre de la bonne gouvernance, l'inspection générale d'État a présenté aux inspecteurs des ministères et institutions publiques une charte d'éthique et de déontologie, un instrument d'autocontrôle qui devrait permettre aux acteurs du contrôle public de mieux exercer leurs fonctions. C'était dans la commune du Plateau en présence de Théophile Awandoli, inspecteur général d'État. Laure Goretti, Alexis Ouedraogo. Une charte d'éthique et de déontologie pour guider l'inspection générale d'État. Le document se veut outil de bonne gouvernance appliqué aux acteurs même du contrôle public. Il a été présenté et remis ce vendredi aux inspecteurs. Qu'il soit inspecteur d'État ou inspecteur du ministère, c'est un document très important dans le cadre de l'exercice de l'activité. Donc c'est un document d'encadrement, un document qui va permettre à tous ceux qui contrôlent les autres de se mettre dans des dispositions d'être plus responsables. C'est un document pour ne pas tomber dans la corruption, pour ne pas tomber aussi dans le laxisme et pour faire le travail que nous devons faire pour l'intérêt général de tous les citoyens de notre pays. Intégrité, probité, compétence, disponibilité, autant de valeurs promues le long de ce document de 20 chapitres d'orientation. L'inspection générale d'État ainsi que toutes les autres inspections des ministères sont chargées du contrôle, de l'audit, de l'administration, des entreprises publiques, des établissements publics. Et avant de le faire, il faut que nous-mêmes, nous assurons que nous avons la probité nécessaire pour pouvoir faire ces inspections. Il y avait déjà un embryon de charte, mais nous avons formalisé et renforcé cette charte que chaque inspecteur, chaque auditeur suive à la lettre et que l'inspection générale soit irréprochable dans ses contrôles. La charte d'éthique et de déontologie de l'inspection générale d'État aura un organe qui veillera à sa bonne application. Dans le dossier vide ici de ce soir, focus sur de jeunes amoureux de lecture et d'écriture. Ils ont toujours rêvé de devenir écrivains et surtout de publier une première œuvre. De quels auteurs s'inspirent-ils pour espérer un jour faire de ce rêve une réalité? D'où tire-t-il cette passion pour la littérature? Gros plan sur ces jeunes talents avec Alec Lavry et Serge Coléa. Depuis sa tendre enfance, le livre la fascine. Dans une bibliothèque, une librairie ou dans tout autre espace littéraire, Marie-Pascale Ozoa baigne dans un univers familier. Aux fêtes de Noël, aux anniversaires, nos parents nous offraient toujours des livres dans les cadeaux. Et il y a aussi mon grand-père. Il avait une bibliothèque qui nous interdisait de toucher
sous prétexte qu'il y avait un trésor à l'intérieur. Et c'est en grandissant que j'ai cherché à découvrir mais de quel trésor. Je ne me rappelle plus trop du livre qu'on ne pouvait pas toucher. Du coup, je me suis dit, bon, je vais lire tous les livres de sorte à trouver le fameux trésor tant caché. Et au fur et à mesure, en lisant, je me suis rendu compte que le trésor n'était pas dans un livre, mais dans tous les livres. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années, dit-on. L'étudiante de 21 ans s'affirme aujourd'hui comme un talent en pleine éclosion. Classée récemment 2e sur 220 candidats au concours panafricain de littérature, Trophée des Plumes, elle a glané divers autres prix et rêve désormais de publier sa première œuvre. J'ai été contactée par certaines maisons d'édition qui veulent travailler avec moi, qui ont confiance en moi, qui se disent qu'ils peuvent mettre à profit le talent que j'ai. Comme Marie-Pascale, Aïcha Kone s'essaie avec succès à l'écriture. Elle a reçu le 3e prix au Trophée des Plumes. Mes manuscrits, j'en ai 4 ou 5. Mon ambition dans le domaine de la littérature, c'est de moi aussi demain pouvoir écrire des œuvres pour enfants comme pour grands, permettre aux enfants d'aimer la lecture. Anzata Ouattara, écrivaine ivoirienne, l'une des plus lues et des plus prolifiques, inspire beaucoup ces jeunes. Je suis régulièrement sollicitée par des jeunes talents, mais en même temps, ce qu'on leur dit au quotidien, c'est déjà de beaucoup lire. Voilà, il ne faudrait pas aller sur les réseaux sociaux seulement pour les potins. Il y a beaucoup de choses à découvrir. Ces jeunes pousses restent déterminés à se faire une place dans les rayons des librairies. Axel Franck ou Wolf le poète et Boris ont rejoint le mouvement Jeunes écrivains africains, une organisation qui vise à promouvoir la littérature africaine. J'ai senti mon amour grandir. Quand la nuit m'a montré ses charmes, cette dernière m'a demandé d'écrire pour essayer de soigner mon âme. Ce qui m'inspire, je le couche sur papier. Je peux autant parler des réalités de la rue comme parler de mes émotions. Je n'ai pas de barrière. Tant que l'inspiration est là, j'écris. Depuis tout petit, j'ai une imagination débordante et j'écris sans arrêt. Je me suis inscrit sur un site en ligne et c'est à partir de là que j'ai commencé à montrer mes écrits aux gens. Ces écrivains en herbe ne manquent pas de créativité. Boris se définit comme un auteur engagé. Si la police et autres autorités de secours semblaient être tristes pour ce jeune, la plupart des étudiants, eux, rigolaient en douce de la mort de celui que l'on surnommait le femme ou l'homme-femme. Dans mes écrits, je suis cru et je dénonce les choses. Dans cette œuvre qui est intitulée Le Femme, je parle d'un certain Yébé qui est efféminé. Mais la société fait de lui un homosexuel, l'indexe comme un homosexuel et le rejette pour cela. Je me moque de ceux qui se moquent de ce genre de personnes. Le secteur du livre et de l'édition se réjouit de l'émergence d'une nouvelle génération. Il y a quand même une bonne floraison d'ouvrages écrits par les jeunes. Il y a quand même beaucoup de noms. On a par exemple Natagari, Lorraine Seka, bien d'autres. Sur une moyenne de 100 auteurs que nous recevons par an, il y a au moins 22 auteurs jeunes. Et sur les 22 auteurs jeunes, il y a parfois une dizaine qui sont très bons. L'écriture, c'est une vocation et ce n'est pas évident de mener une histoire de bout en bout. Donc, quand on arrive à franchir ce pas, c'est déjà ça de gagner. Les maisons d'édition constituent parfois, pour ces jeunes, un des obstacles majeurs à franchir pour entamer une carrière. Il y a certains auteurs qui font des efforts, mais malheureusement, il y a beaucoup d'auteurs jeunes qui ont une histoire à raconter. Ils ont beaucoup de volonté, beaucoup de détermination, mais ils n'ont pas encore le niveau. Il faut pouvoir les coacher, les encadrer pour qu'ils puissent produire le meilleur texte et qu'on trouve aussi de bons éditeurs. De la bonne graine qui ne demande qu'à être arrosée. D'ici 2022, je pense que vous pourrez certainement lire mon œuvre qui parle du système carcéral africain, Les Oubliés, ou peut-être Nouveau Départ qui parle de l'émancipation féminine. Actuellement, je discute avec plusieurs maisons d'édition. J'attends de finir un bon manuscrit, mais espérant d'ici grand maximum l'année prochaine. Marie-Pascale Ozoa, Franck Axel alias Wolf, ou encore Aïcha Kone et Boris Angui. Des signatures avec lesquelles il va falloir compter dans les années à venir. La littérature ivoirienne peut espérer avec ces jeunes pousses des lendemains prometteurs.
Voilà, et tous nos voeux de succès accompagnent ces jeunes passionnés de lecture, car lire, c'est aussi vivre, et certains livres nous enseignent la vigilance. Il ne faut pas baisser sa garde. La Covid-19 est encore présente dans notre pays. Chaque jour, de nouveaux cas sont enregistrés à suivre l'évolution de la maladie dans notre pays. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce vendredi 16 juillet 2021 60 nouveaux cas de Covid-19 sur 2634 échantillons prélevés, soit 2,3% de cas positifs, 26 guéris et 1 décès. À la date du 16 juillet 2021, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc à 49 069 cas confirmés, dont 48 376 personnes guéries, à 320 décès et 373 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 746 339. Le 15 juillet, 9 126 doses de vaccins contre la Covid-19 ont été administrées, soit un total de 883 862 doses administrées. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes âgées de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres de vaccination. La vaccination contre la Covid-19, rappelons-le, qui est gratuite et volontaire. Et puis sachez que M. Aoussou Kouadio-Jano, président du Sénat, a la profonde douleur de vous faire part du décès de M. Gomis Charles Providence, vice-président du Sénat chargé de la diaspora et de la coopération internationale, survenu ce vendredi 16 juillet à Paris, en France, à l'âge de 81 ans. La Côte d'Ivoire perd l'un de ses ambassadeurs les plus emblématiques. Le président du Sénat présente ses condoléances les plus émues à son épouse, à ses enfants ainsi qu'à l'ensemble des sénateurs. Le programme des obsèques vous sera communiqué ultérieurement. On change de registre pour parler cette fois de la Confédération des professionnels de la filière bovine, viande et lait en Côte d'Ivoire, l'Interbovicie, qui a procédé hier jeudi dans la commune de Yopougon au lancement de la première édition de sa foire dénommée le Bélier de la Tabaski d'Abidjan. Les organisateurs attendent quelques 10 000 têtes de moutons à commercialiser au cours de cette foire, l'objectif étant de faciliter l'accès du marché aux moutons en cette période de Tabaski où tout Abidjan se dirige principalement au parc à bétail de Port-Bouët. Le reportage est signé Jean-Louis Bongo. Celui-là, comme ça, on peut vous donner ça à 175 000. Celui-là aussi, on peut vous donner à 150 000 francs. Nous ne sommes ni à l'abattoir de Port-Bouët, ni sur un parc à bétail réputé du district d'Abidjan, mais plutôt à la place Fikayo de Yopougon. Jakari Diakone, comme ses autres marchands de moutons, s'y sont retrouvés à l'initiative de l'Interbovicie, la confédération des professionnels de la filière bovine, viande et lait, qui a décidé d'y organiser la première édition de la foire, le Bélier de la Tabaski d'Abidjan. On met la population de Yopougon en confiance, qui peuvent nous croire. Tu l'auras mouton parce que c'est la première fois qu'on vend mouton à Yopougon Figayo. On a fait ça pour la population de Yopougon, pour dire aujourd'hui, nous les jeunes Ivoiriens, on peut apporter quelque chose dans cette filière. Donc les moutons seront moins chers à Figayo. L'objectif pour les organisateurs est de faciliter l'accès au marché du mouton en cette période de Tabaski. La foire était éclatée sur 3 communes, Abobo, Cocody, pour permettre aux fidèles de ne plus faire de longues distances. Aujourd'hui, on sort un moment de fête pour dire qu'on va chercher un mouton pour son sacrifice. Le matin à 8 h, on se retrouve à 15 h à Port-Bouët. C'est difficile. Ce sont 10 000 têtes de moutons qui sont attendues sur ce parc à bétail improvisé de Yopougon Figayo jusqu'au 22 juillet prochain. Le Bélier de la Tabaski d'Abidjan est organisé en partenariat avec le Burkina Faso, principal pourvoyeur de la Côte d'Ivoire en petits ruminants. Et justement, en rapport avec cette actualité, nous faisons bien sûr allusion à la Tabaski. Sachez que le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire que le mardi 20 juillet 2021, jour de la fête de la Tabaski, l'Aïd el-Kébir est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Pour les signataires de la Convention collective interprofessionnelle du 20 juillet 1977 et conformément aux dispositions de l'article 64 de la dite Convention, le jour de la fête de la Tabaski est déclaré donc jour férié, chômé et payé.
Dans l'actualité internationale en France, le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti a été mis en examen ce vendredi 16 juillet pour prise illégale d'intérêt par les magistrats de la Cour de la justice de la République. Il est soupçonné d'avoir profité de sa fonction de ministre pour régler ses comptes avec des magistrats avec lesquels il avait eu quelques divergences quand il était encore avocat, ce qu'il refute d'ailleurs. Selon un de ses avocats, il s'agira pour eux de contester cette mise en examen. Une requête en nullité sera déposée à cet effet. Et c'est sur cette information que se referment les pages de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Dieu garde la Côte d'Ivoire.